j'espère que vous allez bien. Alors ça faisait un petit moment que je vous avais pas retrouvé depuis la dernière vidéo sur Pierre Palmade qui a fait qui a interpellé les gens puisqu'elle a fait beaucoup de vues par rapport aux autres vidéos de ma chaîne qui restent très confidentielles. Bon, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais pas vraiment de sujet qui m'inspirait jusqu'à récemment où j'ai vu passer une polémique, enfin quelque chose qui a choqué la plupart des gens concernant le Dalai Lama, qui aurait, lors d'une audience il y a quelques semaines à Dharamsala, là où il est, une audience publique, aurait eu un comportement inapproprié avec un petit garçon qui lui avait demandé un câlin et puis il lui a fait un petit bisou sur la bouche. Et ensuite, le Dalai Lama a tiré la langue et lui a demandé au petit garçon de lui sucer la langue, ce qui dans un premier temps a provoqué l'hilarité de l'Assemblée. Et puis, cette vidéo a fait le buzz et il a été obligé de présenter ses excuses quelques semaines plus tard. Donc la question que je me suis posée, en fait, c'est qu'en est-il de la personnalité du Dalai Lama ? Est-ce qu'effectivement il y a une certaine noirceur chez lui? Est-ce que c'est un début de sénilité? Est-ce qu'il a tout simplement pas pensé à mal et pas réfléchi aux conséquences que ça aurait pu avoir? Voilà, donc en fait je voulais m'intéresser à la personnalité du Dalai Lama. Alors j'ai pas réussi à imprimer son thème sur mon logiciel, tout simplement parce que j'ai pas trouvé la ville de naissance au Tibet. Alors j'ai fait tout simplement une copie d'écran que j'ai trouvée sur internet. Alors du coup on n'a pas sa date de naissance. Il est né le 6 juillet 1935, je crois. Oui, 1935, dans une ville, dans une province du Tibet, le Tibet qui donc a été annexé par la Chine et qu'il a dû fuir dans les années 50 pour s'installer dans le nord de l'Inde à Dharamsala. Donc le Dalai Lama, c'est le chef spirituel, mais c'est également le chef du gouvernement en exil du Tibet, donc, et il est considéré comme étant la réincarnation du Bouddha de la compassion. Alors, juste avant de commencer sur l'analyse de son thème, que je vais analyser comme d'habitude assez succinctement, parce que je pourrais y passer des heures. Donc, le Dalai Lama, contrairement par exemple au pape, il n'est pas élu. En fait, les Tibétains croient en la réincarnation. Et donc, ils se mettent en quête de la réincarnation pour trouver la réincarnation du précédent Dalai Lama. Ça peut prendre plusieurs années. Et pour ça, ils se fient également aux astres. Et puis ensuite, ils déterminent quelques enfants et ils leur font passer des tests. Et notamment, on dit que le Dalai Lama avait reconnu ses dents, il avait reconnu des objets lui ayant appartenu dans une précédente vie. Donc voilà comment sont nommés les Dalai Lama. Il en est de même pour une autre personnalité spirituelle très importante pour les Tibétains qui s'appelle le Panchen Lama. Mais lui, le Panchen Lama, aurait été enlevé par les Chinois. Il serait d'ailleurs toujours en vie, mais bon... il ne peut pas exercer, on va dire, puisqu'il a été enlevé par les Chinois. Alors bon, j'espère que ça ne va pas poser des problèmes pour la vidéo. Je ne fais que dire ce qui se raconte dans l'histoire du Tibet. Alors, donc, le Dalai Lama, il est donc né le 6 juillet 1935, il est Cancer, ascendant Cancer, et il a la Lune en Vierge conjointe à Neptune. Donc, déjà, on a quand même une personnalité où le soleil est très proche de l'ascendant puisque ils sont tout à côté l'un de l'autre.
dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer, c'est quand même le signe pour qui la famille, la patrie, les racines, les racines, l'histoire sont des éléments fondamentaux. Et donc on voit que l'ascendant est en conjoint au soleil. Le soleil, ça représente un petit peu l'objectif de vie en astrologie, la route à suivre. Et cette route, elle est complètement liée à sa propre personne puisque c'est conjoint à l'ascendant. On peut donc dire que c'est sa personnalité elle-même qui est finalement son chemin de vie. Et c'est vrai, puisque étant Dalai Lama, étant la plus haute personnalité spirituelle pour le bouddhisme et le bouddhisme tibétain, en fait, sa propre incarnation est en soi un chemin de vie. Alors, on voit également que le milieu du ciel est en Poisson, le Poisson étant le signe de la spiritualité. Le Poisson, ça représente à la fois la compassion, la spiritualité, l'océan. D'ailleurs, Dalai Lama signifie océan de sagesse en tibétain. Et le maître de ce signe du Poisson, qui représente finalement un peu sa carrière et sa vie sociale, on pourrait dire ça comme ça si on parlait de quelqu'un d'ordinaire, eh bien le maître de ce signe du Poisson est donc Neptune, qui est conjoint complètement à la Lune. C'est-à-dire que sa personnalité n'est que spiritualité, finalement. On a énormément d'indicateurs dans son thème de ce chemin de vie spirituel. Ça me fait donc dire que sa spiritualité n'est pas feinte, que vraiment il incarne en fait une forme de spiritualité, en l'occurrence le bouddhisme tibétain, et que sa personnalité est complètement fondue, Lune conjointe Neptune, à cette spiritualité. Alors, on voit aussi que dans son chemin de vie, enfin dans ce qu'il a à accomplir dans cette vie terrestre, on voit le nœud nord en maison 7. Il était donc demandé à ce Dalai Lama d'aller vers les autres, d'aller répandre la parole, d'aller au-delà des autres. Et c'est vrai que, déjà, il a dû quitter son pays, puisqu'il vit en exil en Inde. Il a dû quitter son pays, et ça on le voit aussi avec Mercure en maison 12, c'est l'exil, pour aller dispenser ce qu'il avait à dire, à raconter au plus grand nombre, le plus grand nombre, maison 7, puisque l'ascendant représente dans un thème astrologique, c'est moi, et la maison 7, c'est les autres. Donc il est allé au contact des autres. D'ailleurs, on ne le voit pas sur cette carte-là, mais si le nœud nord se situe en 7, le nœud sud est forcément à l'opposé, c'est-à-dire en maison 1, et ça induit une espèce de notion de sacrifice, c'est-à-dire qu'il a dû se dévouer complètement à cette cause, jusqu'à s'en oublier lui-même, puisque le nœud sud en plus est conjoint au soleil, donc la personnalité, l'ego, le soleil c'est l'ego aussi. Il a dû donc mettre cet ego de côté il y a un côté un peu sacrificiel, se consacrer uniquement à sa mission. Ça c'est pour le côté, on va dire, la partie spirituelle. La partie chef d'État, puisque finalement c'est aussi, il a cette double casquette en fait, puisqu'il est à la fois un chef spirituel, mais également on pourrait dire le chef d'État, je ne sais pas comment on peut dire, des Tibétains, enfin en tout cas du gouvernement tibétain en exil, puisque le Tibet le Tibet est annexé par la Chine, donc voilà. Et ça, on le voit avec Saturne, ici, qui est tout en haut, en maison 9, qui lui confère beaucoup de responsabilités. On le voit également avec Pluton en maison 1. Pluton est toujours un peu en lien aussi avec la politique, les rouages du pouvoir, tout le côté stratégique aussi que l'on doit avoir quand on est un homme politique.
Et donc, on sent que ce Saturne, il structure tout, c'est-à-dire que, en fait, il est ballotté, hein, il y a une opposition ici entre Saturne et Neptune, entre sa spiritualité, qui fait vraiment partie de lui, et puis, eh bien, ses obligations de chef d'État, de chef de gouvernement, qui viennent un peu canaliser tout ça. Alors, c'est également un instructeur, hein. Saturne, c'est aussi, Saturne, ça représente également la droiture, ça représente les responsabilités, et ça représente en maison 9 l'instruction. Donc en fait, il est allé dans différents pays, hein. Il a parcouru le monde, hein, avec ce nœud nord en maison 7 pour enseigner, enfin, ou dispenser ce qu'on appelle ses enseignements, puisque le bouddhisme, c'est pas réellement une religion, enfin, mais en tout cas, pour dispenser sa compréhension du monde et de la spiritualité. Et donc, il le dispense aussi bien à l'international, maison 9, qu'autour de lui, maison 3 en permanence, hein. Donc, il est aussi dans ce partage et dans cette obligation de partager ce qu'il sait, de partager son savoir, sa vision de la vie et de la spiritualité et du bouddhisme. Alors, Mars est en maison 4 et en balance. Mars, c'est à la fois, Mars a toujours un côté un petit peu belliqueux, un peu guerrier, hein, c'est le dieu de la guerre, et c'est aussi l'action, c'est là où on va porter son énergie. Et donc ici, le dieu de la guerre est dans la maison de la paix, hein, le signe de la balance. Mars en balance est quelqu'un qui va chercher toujours la voie du milieu, les compromis, l'apaisement. Il n'est pas du tout, Mars, dieu de la guerre, est pas du tout à l'aise dans la balance qui est le signe de Vénus, Vénus qui représente la paix. Il a donc aussi obtenu le prix Nobel de la paix, justement, parce que l'une de ses convictions profondes, c'est de prôner la non-violence. Hein, donc là, on le voit bien dans son thème, la non-violence, elle est bien représentée par ce Mars en balance, en maison 4. Donc là, on retrouve aussi, ça fait une analogie avec son soleil ascendant en cancer, pour son pays. C'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment cette volonté de défendre, de protéger, de guider aussi le peuple tibétain et d'essayer de trouver, finalement, de retrouver la quiétude qu'ils avaient avant qu'ils soient obligés de fuir son pays. Donc on a ici beaucoup d'éléments de quelqu'un de pacifique, quelqu'un qui va toujours essayer de trouver la solution la plus équitable, la plus juste, la plus raisonnable. Alors avec Jupiter ici rétrograde en maison 5, bon, Jupiter, c'est également une planète spirituelle. Elle lance de beaux aspects à la fois à Saturne, à Neptune et à son ascendant. Elle reçoit juste une opposition d'Uranus, ici, là-haut, Uranus qui est situé dans la maison 11. Donc ce sont peut-être autour de lui des groupes ou des cercles qu'il peut fréquenter qui vont peut-être de temps en temps amener un peu des grains de sable dans les rouages, hein. Uranus, c'est une planète qui provoque des accidents, qui provoque des incidents, qui provoque aussi une certaine impulsivité, un côté un peu réactionnel lorsqu'il touche un point important du thème. Donc là on peut peut-être y voir là justement cet épisode là dont je vous ai parlé en début de vidéo avec cet enfant où effectivement il a eu un comportement impulsif, hein, Uranus, qui n'a pas été très réfléchi, mais qui pour autant n'a pas de connotation, en tout cas dans son thème, négative. C'est une personnalité qui est assez facétieuse, hein, ça c'est son côté aussi, c'est une personnalité joyeuse. D'ailleurs, il rigole souvent, enfin pour ceux qui ont un peu écouté ce qu'il raconte, il a une façon de parler
ou il ponctue souvent ce qu'il dit par un éclat de rire. Il est, pour avoir lu un petit peu des choses sur sa vie, il a une personnalité assez facétieuse, assez blagueuse. Il a parfois un comportement un peu enfantin. Et ça, bon, on voit de nombreux témoignages à ce sujet. Il a un côté, malgré toute la spiritualité qu'il a en lui, qu'il porte, il a un côté aussi un petit peu naïf. Il y a quelque chose d'enfantin. Et ça, on le retrouve aussi, encore une fois, avec le soleil en cancer, ascendant cancer, qui est aussi la planète, enfin le signe du cancer est un signe qui est très... qui aime la famille, qui aime les enfants, qui aime sa patrie et qui a une imagination, un imaginaire très vif. Il y a un côté enfant chez les gens marqués par le signe du cancer. Pas que, hein, parce que ce sont aussi des leaders, je le dis souvent dans mes vidéos. Souvent on voit les gens marqués par le signe du cancer comme des gens assez maternants, enveloppants, qui aiment défendre les plus fragiles, les plus petits, les plus faibles, les personnes âgées. Enfin, le cancer a ce côté-là parce qu'il a aussi beaucoup d'empathie, parce qu'il est resté connecté un petit peu à son enfant intérieur également, mais ça n'empêche pas que c'est également un leader. C'est un signe cardinal, le cancer, et en tant que signe cardinal, il a un côté leader. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur le thème astrologique du Dalai Lama. Alors, volontairement, j'ai pas mis les transits, c'est-à-dire la position des planètes actuellement dans le ciel, parce que pour une personne qui va avoir 88 ans, bon, j'ai pas envie de me lancer dans des prévisions. Par contre, je vais demander au Dixit, comme d'habitude, hein, je vais essayer d'en savoir plus, à la fois sur sa personnalité et sur cet épisode-là, pour essayer de savoir quelle en a été la raison, s'il y avait une raison, et surtout s'il y avait, comment dire, de mauvaises intentions ou quelque chose d'un petit peu sombre dans ce comportement. Donc on va regarder tout de suite avec le Dixit. Alors j'ai toutes mes cartes. Donc je vais faire un tableau en 9 cartes. Je vais encore mélanger. Voilà, on va faire comme ça. Allez. Et on va demander plus d'informations donc sur le Dalai Lama. Alors. Allez, je vais faire un tableau en 9 cartes. Bon, je ne vais pas toutes les faire tomber parce que c'est trop long pour la vidéo. Donc, on va faire comme ça. Allez. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Dalai Lama. Le 14e Dalai Lama. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, je retourne les cartes. Ok. Alors, bon, comme d'habitude, vous pouvez, je vais vous montrer les cartes une par une, hein, vous pouvez vous amuser à interpréter, puisque le jeu Dixit a cet avantage qu'il n'y a pas on interprète comme on veut, on laisse juste fonctionner son imagination.
Donc moi, il y a quand même quelque chose qui me, tout de suite, que je remarque dans ce tirage, c'est qu'on a 3 cartes ici qui évoquent l'automne. Ici, alors, ça représente une fontaine. Je vais vous montrer de plus près. Voilà, sur les différentes faces, c'est un dé qui semble être dans le ciel, dans l'univers, puisqu'on voit autour, on voit des planètes, des étoiles, des comètes. Et sur chaque face, ça représente une fontaine, donc quelque chose qui, comme ça, qui inonde en fait, hein, qui répand de l'eau. Mais il y a 4 saisons. Vous voyez, ici, il y a l'hiver, là, il y a le printemps, et là, on a ce qui peut s'apparenter peut-être à l'automne, puisqu'on voit des feuilles par terre. Et donc, la face la plus visible est celle de l'automne. On peut donc dire qu'il est à l'automne de sa vie, qu'il est vieillissant. On le retrouve ici avec cet arbre bon, il y a encore un peu de vie dessus, mais plus beaucoup. Vous voyez, il y a quelques petites feuilles simplement. Et puis ici, on a également un arbre dont les feuilles tombent au sol. Et c'est un arbre qui est couvert aussi de joyaux, de pierres précieuses. Enfin, il y a des feuilles qui tombent. Donc moi, ça me dit que le personnage est quand même à l'automne de sa vie, évidemment. Il a 88 ans, vous allez me dire. Et que peut-être il n'a pas... il n'a bon, il est peut-être moins dans il surveille peut-être un petit peu moins son comportement, il est peut-être plus vous voyez, dans la spontanéité. La deuxième chose qui me marque également dans ces 9 cartes, c'est qu'il n'y a absolument rien qui évoquerait quelque chose de négatif, quelque chose de libidineux, quelque chose de sombre ou d'obscur. On a par contre au centre du tirage ici une ancre. Vous voyez, ça fait donc référence à quelqu'un d'ancré, à quelqu'un... ça évoque aussi la longévité, la durabilité et le côté ancré au sol. Donc en fait, ça n'évoque pas non plus quelqu'un qui aurait perdu la boule, bon, il y a des chefs d'État actuellement, hein, je citerai personne, qui n'ont pas l'air d'avoir toutes leurs facultés. Là, ce n'est pas le cas. On est quand même sur quelqu'un d'ancré, mais quelqu'un de vieillissant qui est à l'automne de sa vie. En même temps, ici, on a cette carte avec une harpe en forme de cœur, et ici, on a un cœur également qui est gravé sur un arbre. Bon, ça m'évoque, vous voyez, il y a de la musique, il y a de l'amour, il y a un cœur, il y a des petits animaux, vous voyez, innocents, des petits lapins, des petits écureuils. Il n'y a donc aucune connotation négative, bien au contraire. On a plutôt ici, ça fait référence plutôt à la joie, à l'harmonie, à l'amour finalement, cette carte-là. On a ici la lumière. Alors c'est un petit personnage qui ressemble peut-être à un magicien qui porte une bougie à l'intérieur d'une ampoule. C'est donc lui-même qui est la lumière. C'est lui qui apporte l'éclairage, qui apporte la lumière. Donc ça fait référence à sa spiritualité. Hein. Il y a ce côté spirituel, mais il y a aussi cet ancrage. Il y a juste quelque chose quand même de vieillissant. Et il n'y a pas, en tout cas, de connotation négative. Ici, on voit que sa flamme vacille un petit peu. Je pense que ça fait référence à cet épisode que j'ai relaté en début de vidéo, ce comportement qui a été, bon, en tout cas, pas bien perçu, et on peut le comprendre, hein, donc, enfin, qu'il a fait avec ce petit garçon. Donc sa flamme vacille un petit peu, hein, on voit que là on souffle, le vent souffle sur cette lumière qu'il peut représenter. Mais en même temps, on voit ici un autre personnage qui peut représenter un moine quand même, hein, ça ressemble à un moine, et finalement le Dalai Lama est un moine, hein, il a l'habit, l'espèce de toge orange que portent les moines tibétains, qui se dirige sur un meuble avec des tiroirs,
Et on voit qu'à la main, il a une espèce de pendule au bout duquel se trouve un cœur, comme si sa seule boussole, sa seule façon d'avancer, la seule chose qui le guidait, finalement, sa référence, eh bien, c'est le cœur. Vous voyez, donc, et le cœur, c'est toujours évidemment un symbole d'amour universel, un symbole de bienveillance. Donc en fait, lui, il avance avec son cœur. Effectivement, il a peut-être pas beaucoup, il a pas vu. Enfin, je pense qu'il n'a pas vu le côté inapproprié de son geste. À mon avis, il a juste voulu, voilà, être. Enfin, il a été guidé en fait, comme ça, par une réaction qui a été celle qu'elle était. Alors, l'histoire de la langue aussi, chez les Tibétains, il faut quand même en toucher deux mots. Euh, les Tibétains se saluent encore aujourd'hui en sortant leur langue, en tirant la langue. Alors, autant en Occident, on apprend dès le plus jeune âge à ne pas tirer la langue, on dit que c'est pas poli, enfin c'est même une insulte. Hein, on apprend aux enfants à ne pas tirer la langue. Autant au Tibet, c'est différent puisque il tire la langue pour se dire bonjour. Et je me suis renseignée un petit peu. Alors, ça vient d'un temps où il y avait eu un roi un peu tyrannique, un mauvais roi au Tibet, méchant, qui avait pour particularité d'avoir la langue noire. Et du coup, comme les Tibétains croient en la réincarnation, pour pouvoir montrer preuve ou leur bonne foi, eh bien, ils montraient en fait le bout de leur langue pour montrer qu'elle était bien rose et pas noire comme cet ancien roi tyran, et que donc il n'était pas la réincarnation de ce méchant roi. Donc il y a ce côté aussi, bon, forcément un peu culturel, où la langue, enfin l'organe, la langue, en fait, n'a pas du tout la même connotation que dans d'autres pays du monde. Alors ici, on a un petit personnage qui a l'air de monter, qui veut monter pour prendre place à bord d'une libellule, hein, un siège. Un siège est au milieu de la libellule. Bon, bah ça évoque peut-être une forme de liberté. Bon, la libellule, elle avance très vite, elle va, elle vient, elle fait des pirouettes. Et donc, ça peut être aussi le côté facétieux du personnage. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ce premier tableau. Donc, dans un premier temps, ça nous raconte plutôt, ça nous parle plutôt d'une personne qui serait vieillissante, hein, voilà, qui est un peu à l'automne de sa vie, et qui en tout cas n'a pas du tout, enfin d'après les cartes, hein, n'a pas le moindre côté obscur en fait dans sa personnalité, puisqu'on avait ce pendule avec un cœur au bout là qui semble être sa seule boussole finalement. Alors je vais faire un deuxième tirage en 9 cartes. Allez. Alors, toujours le Dalai Lama. On va voir si ça nous raconte autre chose, si ça nous dit la même chose ou quelque chose de différent. Alors, le Dalai Lama. Allez. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu. Hop. Alors, je les retourne. Alors là, on n'a pas le même... on n'est pas dans la même énergie, là. Alors, je vais vous dire, moi, ce que m'inspirent ces cartes.
On a plusieurs éléments, bien sûr, ici, par exemple, on a cette carte qui est étonnante, où on voit une espèce de diable hein, qui sort d'un livre, qui porte un masque. Hein. Donc on pourrait dire, ben voilà, il porte un masque et donc il n'est pas exactement ce qu'il paraît être. On pourrait dire ça. Ici, on pourrait dire qu'on voit un prédateur là qui veut s'en prendre à un poisson. Bon, sauf que ce chat, il n'a pas l'air bien méchant quand même. Et qu'en plus, le poisson est protégé par un bocal qui est complètement fermé. Mais bon, on pourrait penser que voilà, il y a peut-être une personnalité obscure, mais c'est pas ce qui me vient. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'on a plusieurs indicateurs de d'une machination, d'un complot, ou en tout cas d'un opportunisme, un opportunisme qui s'est fait cet épisode-là avec le petit garçon. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quelqu'un qui machine quelque chose, enfin qui prépare un sale coup dans un laboratoire et qui en plus n'a pas de cœur, il a un trou à la place du cœur. Ici, on a la toile, enfin ce qui peut ressembler un peu à une toile. Alors, ce ne sont pas des araignées, je crois pas, je pense que ce sont des fourmis, mais ça va très très vite. Donc là, en fait, on a les réseaux sociaux. Ici, avec deux gorilles qui n'ont pas l'air très sympathiques. Enfin, j'ai rien contre les gorilles, hein, mais en tout cas, ceux de cette carte-là n'ont pas l'air très sympathiques. La télé représente les réseaux sociaux, l'information qui circule, qui va vite. Ici, on a un petit singe habillé en cosmonaute qui a l'air complètement apeuré et qui est dans un dé, à l'intérieur d'un dé. Alors ça rappelle tout à l'heure, souvenez-vous, ici on avait une carte avec un cube dans l'espace. Et là, ça rappelle un petit peu ça, avec ce chimpanzé apeuré dans un dé. Le dé fait toujours référence au hasard. Le hasard, ici, ben, c'est la vidéo en fait qui a été utilisée et qui va très très vite, puisque les fourmis passent de trapèze en trapèze. Ça va très très vite, ça saute dans tous les sens. On a donc ici le buzz de cette vidéo qui a été peut-être utilisé comme une opportunité avec le dé, le hasard, pour créer justement ce dont je suis en train de parler maintenant. En même temps, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a des animaux, enfin des personnages, qui sont entourés de cœurs. Il y a des cœurs partout, mais qui sont attachés à une fusée, comme pour les envoyer très très loin en orbite ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en le faisant passer pour un prédateur, en le faisant passer pour quelqu'un d'un peu diabolique. Et là, on voit tout le dépit. Hein, ça peut représenter ici le Dalai Lama et le petit enfant qui regardent ce qui se passe de façon un peu ahurie, puisque là, on ne comprend pas, ils sont dépités. Et pourquoi je pense à une machination? Parce qu'ici, quand on regarde ces cartes, alors regardez-les bien. Alors attendez, j'espère que je suis bien... hop, voilà. On voit donc des rois, des dames, des valets, et puis on a le valet de pique ici, là. Alors, est-ce que vous voyez bien? Voilà, le valet de pique, qui me fait penser, pour ceux qui connaissent les Simpsons, à Monsieur Burns, vous savez, cette espèce d'être machiavélique qui est toujours en train de se frotter les mains, comme si ce valet de pique là se réjouissait de la dispute qu'il a provoquée, ou en tout cas de la du scandale hein, qu'il a réussi à provoquer, peut-être justement en faisant en sorte que cet épisode fasse le buzz au niveau mondial, hein, et que tout ça finalement n'est qu'une machination pour se débarrasser finalement du Dalai Lama, hein, qu'on voudrait envoyer comme ça en orbite. Bon, moi c'est à ça que ça me fait penser. Vous allez me dire que peut-être vous ne serez pas d'accord avec moi, mais après tout, cet homme vieillissant devra être remplacé un jour par un autre, et que pouvoir entacher peut-être sa réputation, enfin, peut arriver de façon assez opportune.
En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Bon, ça, c'était le deuxième tableau. Donc maintenant, moi, j'aimerais savoir si... j'aimerais, voilà, qu'on me dise quel... je vais encore remélanger les cartes. Ce qu'il en est réellement, voilà. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé cet événement-là? Et qu'est-ce qu'on doit en penser? Alors... Qu'est-ce qu'on doit en penser? Est-ce qu'il s'agit d'un faux pas? Est-ce qu'il s'agit... est-ce qu'elle fait... Parce que bon, la vidéo, elle n'a pas été truquée, hein, elle existe bien. Mais il y a aussi... il ne faut pas oublier que quand il a fait ça, l'Assemblée a rigolé, donc personne ne ressentait le mal, ou il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de O ou de A dans l'Assemblée. C'est quand la vidéo est devenue virale, qu'elle a fait le tour des réseaux sociaux, que là, ça a commencé à créer du scandale. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un petit garçon qui joue, en fait, hein, qui est sous observation. Alors, je vais en remettre 3 autres. Ouais, c'est comme ça. Ok. Bon, là, c'est un petit peu encore la même explication. On a ici un enfant qui joue innocemment et que tout le monde observe, hein, on le prend même en photo. Là, ça répète encore l'observation, hein, de l'enfant. Là aussi, on observe. Donc là, il y a le côté, le buzz, hein, si vous voulez, de ce qu'on a vu. Ici, on a un poisson qui protège ses bébés, mais qui n'a pas l'air de se rendre compte que tout au-dessus, partout, il y a des hameçons. Des hameçons qui représentent un danger. Là, on a quelque chose qui sort d'une boîte. On ne sait pas, hein, il y a quelque chose de... une lumière jaune et une lumière bleue, on ne sait pas bien ce que ça représente. Là, on répand, ça me fait penser à la rumeur, vous voyez, la rumeur qui se répand, parce que ici, la méduse, c'est pas un animal, enfin c'est un animal qui peut piquer, vous voyez. Donc on pique, on répand des choses. Là, on a pourtant un guerrier qui protège un enfant, hein, il a un petit enfant innocent sur son torse, et il a une armure et une épée comme pour protéger cet enfant. Et là, on a quelque chose, une route conviviale, hein, puisque ça représente un repas, sur une route qui va à l'infini vers la lumière. Et là, on a lâché un serpent, vous voyez. Et pour finir, on a un vase qui a été cassé par un lézard, comme si on voulait abîmer la belle image. Vous voyez, ici, on a un miroir avec un vase. Et là, on s'aperçoit que le vase est cassé et qu'un lézard en est sorti. Donc il y a quand même une idée, une connotation de manipulation, d'ennemi, il y a des choses quand même qui sont... Il y a un danger, vous voyez, il y a une notion de danger. Mais le danger n'est pas forcément sur l'enfant, puisque l'enfant est très observé d'une part, il est surveillé, même si on a ici des hameçons, et il est protégé par un guerrier. En fait, le danger concerne plus l'image, et l'image ici avec le miroir qui se reflète dans une glace, enfin le vase qui se reflète dans un miroir plutôt, comme si on voulait écorner une image de quelque chose qui a toujours très bien
très bien fonctionné, qui n'a jamais présenté jusqu'à présent euh, de- enfin d'aspérité, on va dire, hein. Là, je pense plutôt au bouddhisme et au Dalai Lama. Euh, donc, il y a une idée quand même de vouloir euh, abîmer une image, vous voyez. Bon, mais moi, je voudrais savoir maintenant, et je ne vais pas faire 36 tirages, voilà, si le Dalai Lama était animé de mauvaises intentions ou pas. Donc, je vais tirer 3 cartes. Alors, y avait-il des mauvaises intentions par rapport à cet enfant? Hop, il y en a une qui a sauté. Voilà, et 3. Alors, ok. Bon, alors ici, on a une bataille entre un dragon et un animal marin, espèce de serpent de mer, qui veut faire couler un bateau. Bon, je ne sais pas bien ce que ça évoque, si ce n'est que c'est une bataille d'animaux fantastiques, un peu, on peut dire. Au centre, on a un bébé qui monte un escalier pour rejoindre une personne âgée. C'est un petit peu l'image qu'on avait sur la vidéo, hein, le petit enfant qui va voir une personne plus âgée. Et puis là, on a une méduse qui a attaché une pierre pour la faire couler. Bon, donc quelqu'un d'influent quand même, puisqu'il y a plusieurs tentacules, hein, donc avec plusieurs tentacules, on peut faire plein de choses. Il y a une certaine influence et on essaye de faire couler cette méduse. Bon, je vais prendre un autre jeu parce que j'aimerais quand même avoir définitivement une réponse. Je vais prendre ce jeu-là. Voilà. Alors, et je vais demander quelle était l'intention du Dalai Lama avec ce petit garçon. Et au-delà de ça, est-ce que son âme est pure ou est-ce qu'il y a une ombre? Alors, la carte 12 qui représente une tour. Alors, c'est un clocher. Et ça nous parle d'ébranlement, de chambardement, de changement brutal. Ça nous dit qu'avec cette carte, nos convictions, nos croyances et même notre propre foi peuvent être balayées d'un revers. Ça symbolise le domaine religieux. Et au niveau des vies antérieures, ça parle d'une vie pieuse et de foi. Donc en fait, j'ai l'impression que tout a été fait pour ébranler quand même, à travers le Dalai Lama, ébranler aussi cette religion. Alors je vais en tirer une autre parce que tant que je n'aurai pas ma réponse... Bon, on parle de foi et de vie religieuse, hein, on parle pas de... mais on dit aussi que ça a été ébranlé. Alors, quelle est... Ah ben voilà, ça a sauté. Alors, la carte 20. Cette carte s'appelle le corps de fer et c'est marrant parce que ça fait référence, tout à l'heure on avait un guerrier en armure. Ça nous dit qu'il s'agit de haute protection spirituelle ou physique, de puissance et de loyauté. L'apparence d'un chevalier en armure, c'est une carte de haute protection, indique qu'on est préservé des attaques. Et ça parle de personnages très courageux, de chevaliers. Donc moi ça me fait dire qu'effectivement ici avec la tour qui a été ébranlée, eh bien son image aura été ébranlée, mais ça n'empêchera pas quand même qu'il est extrêmement protégé. Je parle ici du Dalai Lama. Bon, de toute façon, au vu de son thème astrologique, au vu du premier tableau,
mon sentiment, je le partage avec vous, vous ne serez peut-être pas d'accord et vous avez tout à fait le droit, c'est que cet homme ne pensait pas à mal, qu'il n'a pas tellement réfléchi, qu'il était plutôt en train de s'amuser finalement avec ce petit garçon. Il n'a pas du tout pensé à l'impact que ça pouvait avoir à la fois et sur le petit garçon et bien sûr sur l'opinion publique, que les médias peut-être aussi instrumentalisés par quelques personnes mal intentionnées se sont emparés de ce sujet-là pour en faire pour écorner l'image tout simplement de ce chef spirituel, et que bon le but a été atteint puisqu'on sent que quand même il y aura si vous voulez il y a quand même une tâche qui demeure, mais que malgré tout la protection spirituelle est très forte par rapport à ce personnage, et que voilà, je pense pas qu'au bout du compte ça restera forcément, enfin que ce sera une marque indélébile. Maintenant, ce que je voulais dire également, bon là c'est pour partager une expérience personnelle, il y a des années, dans les années 90, je suis allée voir avec mon mari de l'époque, on est allé dans les Alpes où le Dalai Lama passait une semaine pour justement partager ses enseignements. Et donc on allait le voir le matin, puis l'après-midi on allait faire de la randonnée. Et en fait j'ai eu l'occasion, vraiment tout à fait par hasard, en rentrant de randonnée un soir, il devait être je sais pas 17h, 18h, comme on était dans les Alpes, il y avait évidemment des virages en épingle à cheveux. Et on était en train de descendre, et quand on a vu un cortège, enfin un convoi avec des motos de police suivies de voitures s'avancer vers nous, et on s'est juste croisés dans l'épingle à cheveux du virage. Et en fait, c'était la police qui raccompagnait le Dalai Lama là où il dormait, enfin là où il vivait pendant cette semaine. Et en fait, nos regards se sont croisés très très près, puisque vous imaginez bien que dans un virage en épingle à cheveux, on ne peut pas aller vite. La voiture avançait tout doucement. Et j'ai pu croiser le regard de cet homme, et j'ai jamais oublié la lumière qui s'en dégageait. Il y avait vraiment, vraiment quelque chose. Il y avait vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Et donc, j'ai pas oublié forcément. Et même si on est dans un monde où on ne s'étonne plus de rien, même si effectivement on peut se poser la question de ce qui a bien pu lui prendre de faire ça, qu'évidemment c'était pas c'était pas terrible quoi, comme réaction avec ce petit garçon, j'ai quand même du mal à croire que cet homme-là soit passé d'une telle lumière à une ombre perverse quoi. Donc voilà, bon écoutez, n'hésitez pas à faire vos commentaires, ils sont les bienvenus, quel que soit votre sentiment, quel que soit votre ressenti. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses, et puis écoutez, on se retrouvera peut-être lors d'une prochaine vidéo. À bientôt.